Une langue, c'est le moyen qui permet au corps de dire l'âme, pour parler simplement, qui permet d'abord de nous relier les uns aux autres et de donner une forme sonore à tout ce qui n'en a pas et qui fait que nous sommes des humains et tout ce qui nous agite, que ce soit des pensées, des émotions. C'est aussi ce qui permet de nous différencier les uns par rapport aux autres, comme tout ce qui est physique, puisque c'est la nationalité de l'âme, si vous voulez, en quelque sorte. Pour moi, l'allemand et l'alsacien, ce sont deux langues, tout simplement parce que l'allemand standard a été créé et fabriqué à partir donc, des dialectes existants, notamment les dialectes du haut-allemand, mais également de l'allemand moyen. Et en quelque sorte, les dialectes sont les ancêtres de la langue standard. Pendant très longtemps, le Rhin n'a jamais été une frontière. Je pense pendant toute l'époque antique, les populations circulaient d'un côté comme de l'autre, jusqu'en plein 19e siècle. Je veux dire, il y a des tas de populations qui passaient, les Badois qui venaient en Alsace et vice-versa. Je pense que le Rhin n'a pas vraiment été une frontière fermée. On sait simplement que les Celtes arrivent au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ en Alsace, s'installent progressivement et donc vont y demeurer et ils demeurent évidemment encore après la conquête romaine. Et donc ils vont rester dans la région quasiment les 5 siècles avant l'arrivée de César, avant Jésus-Christ. C'est une société qui est extrêmement hiérarchisée. Alors en fait, la tombe de Rheinheim, tout comme la tombe d'Onnenheim ou la tombe de Hatton par exemple, ce sont des tombes de princes. Enfin, on appelle ça des princes. En fait, c'est des chefs de clans qui en fait s'enrichissent par le contrôle du commerce avec le monde méditerranéen. Cette tombe est ce qu'on appelle un tumulus, c'est-à-dire un tertre fait de pierre et de terre qui recouvre une chambre funéraire. Une chambre funéraire dans laquelle est enterrée une femme de haut rang. C'est pour ça qu'on l'appelle la princesse, même si on n'est pas sûr que c'était une princesse. Il y a des indices qui tendent à prouver que c'était peut-être une prêtresse, une femme qui avait des liens avec le divin, avec l'au-delà. La tombe de la princesse de Rheinheim est une tombe celte qui est datée des années 380-400 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'âge du fer, plus précisément une partie de l'âge du fer, la dernière partie, l'époque de l'Athènes. Dans la période de l'Athènes, qui est une période archéologique, l'aristocratie celte se fait enterrer dans des tombes de prestige avec leurs plus beaux objets. Donc, dans la tombe de Rheinheim, vous pourrez voir des torques en or, des bracelets en or, ainsi qu'une cruche à boire d'inspiration grecque et étrusque, qui elle est faite en bronze, mais qui est un objet d'orfèvrerie absolument exceptionnel. Aucune inscription et aucune trace d'écriture celte dans la région. Ça, c'est quelque chose qui est totalement absent. Les inscriptions celtes sont extrêmement rares. On en connaît quelques-unes dans le sud de la France, mais c'est toujours des choses extrêmement éparses. C'est des noms de personnes, par exemple, ou quelques mots, mais pas assez pour reconstituer toute une grammaire ou tout un vocabulaire. Donc on sait des choses sur la langue celte, mais c'est encore très, très fragmentaire. Et dans la région, en Alsace en tout cas, on n'en a absolument aucune trace. Une langue, c'est le bruit que fait un peuple particulier dans un lieu particulier. Et c'est un bruit qui est en résonance avec la géographie du lieu et aussi avec l'histoire des gens qui habitent dans ce lieu. Et qui est propre à chaque peuple, en quelque sorte. À l'époque romaine, le Rhin était un fleuve qu'on ne peut pas du tout comparer au Rhin d'aujourd'hui. Il faut s'imaginer le Rhin antique complètement différent, surtout ici à Mayence et plus au sud vers Strasbourg, en descendant jusqu'à Bâle. Un spectacle naturel, un poumon vert, une forêt vierge, des étendues immenses.
Aucune comparaison possible avec le Rhin tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les Romains avaient pour bagage une technologie, une philosophie, une manière de penser. Ils avaient des moyens qu'ils ont mis en œuvre ici. Les Romains avaient développé un système moderne pour fortifier et défendre la frontière du Rhin et du Danube. Ils ne se sont pas limités à construire des fortifications pour protéger la frontière. Ils ont aussi transféré le contrôle sur la rivière à l'aide de navires prévus à cet effet. Des bateaux avec des équipages de 24, 26, voire 30 personnes. Montant et descendant le Rhin, ces escadrons de navires patrouillaient d'une base militaire à l'autre. Le Rhin, qui passe à Kaiser-Augst, était navigable jusqu'à Augusta Raurica. Toute la marchandise que l'on transportait depuis la mer du Nord ou depuis la mer Méditerranée parvenait à Augusta Raurica par le Rhin. Augusta Raurica était située à un endroit stratégiquement important. Les Romains ont réfléchi où il était concevable de fonder une ville. De bonnes voies de communication étaient indispensables. Avant l'époque romaine, la langue dominante était certainement le celte. Après la conquête romaine, le latin devint sûrement la langue dominante. Les documents écrits et les pierres tombales en témoignent. On voit par exemple sur celle-ci que les gens ont latinisé leur nom. Le latin était sûrement la langue dominante. C'est une évolution qui s'est prolongée à travers le Haut Moyen-Âge. À côté de ces mélanges linguistiques, les Celtes avaient aussi le droit de conserver leur propre religion. Le culte de la coupe au serpent nous en donne un très bon exemple. Ce culte était bien présent à Augusta Raurica. Le serpent aux cornes de bélier était une déesse d'origine celte, et même après la fondation d'Augusta Raurica, qui était une ville d'origine romaine, les Celtes avaient encore le droit de vénérer leur dieu sans que les seigneurs romains ne s'y opposent. Je pense que c'est pas pour rien que le Rhin a été appelé le fleuve mystique de l'Europe. Et ce qu'on appelle la mystique, je crois déjà au temps des Romains, on se moquait des Germains et des Alsaciens parce qu'on disait que c'était un peuple naïf et croyant. Ils étaient tellement naïfs qu'ils sont croyants et je crois que quelque part ça n'a pas changé en profondeur. Au début de l'occupation, lorsque l'Empire romain, c'est-à-dire les provinces romaines, était en train de se former, on parlait sûrement avant tout le gaulois, ou bien le germain, des idiomes, des dialectes différents. Mais peu à peu, le latin s'est introduit chez les Celtes. Au milieu de l'Empire, au IIe siècle, presque personne ne parlait plus le celte. Peut-être dans les brasseries en buvant une bière, mais la langue officielle était bien sûr le latin. Par endroits, surtout dans sa partie nord, le Rhin était une frontière. Et cela pendant toute l'époque romaine, jusqu'à la fin de l'Antiquité, après la chute du Limès, aux environs de 260. La frontière de l'Empire romain s'est déplacée. La civilisation romaine a duré plus de 800 ans. Peu avant Jésus-Christ, les Romains étaient basés au bord du Rhin, qui était la frontière à l'époque. Or, ils ne sont pas restés exclusivement sur les rives du Rhin,
Mais ils ont continué leur avancée vers le nord et ont érigé la frontière appelée Limès, un peu plus au nord de Francfort. Les barbares qui passent par Bliesbruck, ce sont vraisemblablement les Alamans. Les Alamans ne viennent pas ici pour chercher du territoire. Ce sont des raids de pillage. Les Alamans viennent chercher du butin, attirés par les richesses de la Gaule romaine, et repartent. Le raid qui est passé par Neupotz en 260 a vraisemblablement duré 6 mois. Une partie de ces pillards qui œuvraient dans notre région sont aussi allés jusqu'au sud de la France. Nous ne connaissons pas exactement leur chemin de retour, à l'ouest ou à l'est du Jura, vers le Rhin supérieur, en descendant le Rhin vers Mannheim, vers l'embouchure du Neckar. Ils ont essayé de traverser le Rhin à Neupotz. Pour preuve, les trésors retrouvés, dont les pièces d'argent, certaines datant même de 250-259, au temps de Gallienus. Mais toutes les parts du butin n'ont pas fini dans le Rhin. Nous n'en avons trouvé qu'une toute petite partie, la plus grande partie étant éparpillée en Germanie. Nous supposons que beaucoup de pillards ont réussi à traverser le Rhin sains et saufs. Ils sont arrivés sur leur territoire en suivant les routes romaines jusqu'au Limès, car ici, ils n'existaient plus. Et beaucoup d'entre eux se sont enrichis. Puis, ils se sont fait enterrer avec nombre de leurs butins après leur victoire. À partir, grosso modo, effectivement, du 5e siècle, le Lims est régulièrement troué par des tribus germaniques qui font reculer les Romains et petit à petit, aussi sous la pression des Huns, vont effectivement être à l'origine de la chute de l'Empire romain. Notre famille linguistique, c'est l'alémanique, mais également le francique. L'alémanique dans la majeure partie de l'Alsace et dans une partie du Sundgau, où nous avons également une famille qui s'appelle le haut-alémanique et qui se caractérise par le relâchement de K, R, et le francique avec deux variantes, dans la région de Wissembourg, le francique rhénan méridional ou palatin, puisqu'il est très proche du Pfälzisch. Et en Alsace-Bossu, nous avons le francique rhénan lorrain, qui est très proche du mosellan et qui se caractérise par également un certain nombre de différences très marquées, notamment le maintien de P, quand partout ailleurs, ce P se relâche en PF. Je donne juste l'exemple, à Pferd und ein Pferd. Rupf dans le reste de l'Alsace et Ropa ou Ropa en Alsace-Bossu. Tandis que la région de Wissembourg, c'est donc du francique qui a maintenu la diphtongaison bavaroise. Je donnerai juste l'exemple connu de l'isoglosse Eis et Is, mais peut-être un autre exemple qui est encore plus parlant, c'est Heit. Donc Heit haben wir Zeit, dirait un wissembourgeois, alors que dans le nord de l'Alsace, donc dans le bas alémanique du nord, on dirait Hit haben wir Zeit. Et dès qu'on descend vers le sud, ce hit s'ouvre et devient hit dans la région de Colmar et finalement hita dans le Sundgau. Pourtant, les restes d'une population qui parle le latin continuent d'exister, surtout dans le Sundgau. Des noms tels que Roufac en témoignent. On trouvait un nom latin typique, Rubiacum. Il reste d'autres noms latins, au pied des Vosges, au nord de l'Alsace et autour de Marlenheim. Il y avait un palais de rois mérovingiens où ils habitaient souvent. Ce palais se nommait Marlegia. Et Marilegia n'est à l'origine rien d'autre que le nom d'un cours d'eau. Marila, Marilegia.
Après, on en a dérivé les noms des villes franciques. Les villes portent des noms selon leur orientation. Par exemple, si elles sont au nord, Nordheim, près de Marlenheim. Si elles sont sur une colline, Bergheim. S'il y a une église, Kirchheim. Si elles sont à l'ouest, Westhofen. On peut alors très bien voir qu'il y avait encore des Romains qui parlaient le latin tardif en Alsace à l'époque mérovingienne, au 6e, 7e, peut-être encore même au 8e siècle. Ils adoptaient des noms de villes, des modes de nomination qui, normalement, n'avaient cours qu'à l'ouest dans la région francophone. Par exemple, la ville d'Anne-Marie, Dammerkirch en allemand. C'est au fond une dénomination romaine de saint. Cela veut dire Domina Maria, au nom de Sainte Marie, Notre-Dame. L'infiltration alémanique a commencé avant 451. Mais on peut considérer qu'après 451, il n'y a plus de verrous. Donc ils viennent. Donc on peut considérer que l'Alsace devient, l'Alsace et bien entendu le Pays de Bade et la Suisse, devient alémanique progressivement, parce que là aussi on ne sait pas non plus. Vous n'avez pas de témoignage écrit avant le 8e, 9e siècle. Et alors, qu'est-ce que vous avez ? Alors, ce sont toutes les théories des linguistes sur les lieux dits et surtout les toponymes, n'est-ce pas ? Alors, pour les uns, par exemple, tout ce qui est Heim est franc, tout ce qui est Ingen est alamand. Alors, de toute façon, on ne sait pas trop. Alors, vous savez qu'il y avait une théorie qui disait, elle est discutable, elle est discutée, que les Celtes, plus ou moins romanisés, ont été refoulés dans les vallées vosgiennes, n'est-ce pas ? Et que ça donnait les Welsh. C'est possible, c'est pas absolument évident. Je crois que ce qui me paraît indiscutable, c'est que la présence ancienne, enfin gallo-romaine, n'a pas été éliminée complètement. Il y a une autre donnée qui complique les choses, c'est que vous n'avez de documents écrits qu'à partir, on peut dire les traditions de Wissembourg, enfin le recueil des chartes qui consigne les dons faits à l'abbaye de Wissembourg à partir de la fin du 7e siècle, alors nous donne beaucoup de toponymes. Mais alors, elle nous donne des toponymes qui sont vus par l'abbé d'une abbaye essentiellement franque, et en pleine région franque. Alors, elle les déforme, et vous ne savez pas. Hein. Alors, le linguiste, évidemment, pourra dire non, ça c'est un peu alémanique, ça c'est francique. Hein. Mais ça reste toujours un peu hypothétique, hein, ce sont des constructions. De l'autre côté des Vosges, on a parlé une forme primitive de français. On trouve les premiers documents écrits, les célèbres serments de Strasbourg. Bien sûr, les moines, le clergé étaient très nombreux. Entre 5 et 8% de la population étaient des prêtres, des clercs. Ils parlaient aussi le latin, bien qu'il l'ait vraisemblablement plus écrit que parlé. Les serments de Strasbourg de 842 en sont l'illustration. Les armées de Charles le Chauve se sont liées aux armées de Louis le Germanique afin de s'unir contre leur frère aîné Lothaire qui réclamait le royaume entier. Ils voulaient l'empêcher de s'approprier une partie du futur royaume ouest et du royaume est qui sont les racines des futures France et Allemagne. Mais alors il fallait, pour que l'armée comprenne tout, que les souverains parlent chacun dans la langue de l'autre peuple.
c'est-à-dire Louis le Germanique en français, en ancien français, et Charles le Chauve, qui apparemment le maîtrisait encore, en vieux haut-allemand. Et maintenant, je vous lis un petit morceau du texte en ancien français. Les serments de Strasbourg darstellt. Pro Deo amor et pro Christian Pablo et nostro commun salvament disti in avant in quant Deus savir. Je sais une chose, c'est que cette langue, cet alémanique, ce francique au nord, qui est parlé depuis des siècles et qui n'a jamais cessé d'être parlé en Alsace, et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui, même si la pratique décroît, eh bien, je crois profondément qu'une langue finit par imbiber le paysage, non seulement la toponymie, mais qu'elle finit par quelque part rentrer dans les arbres, rentrer dans la nature même. Et que quelque part, on a beau badigeonner des mots en français maintenant dans tous les lotissements, vous avez les rues des Loriots, rues de je ne sais pas quoi, par en dessous, il y a quelque chose qui veut ressurgir. Et qui ressurgit, je crois, avec d'autant plus de force que ça a été refoulé et réprimé. C'est la force de ceux qu'on a cherché à tuer, à étrangler. Hein. Et cette force, je crois que rien ne peut l'arrêter. On a vraiment une chance extraordinaire en Alsace, alors qu'il y a eu toutes les invasions, qu'il y a eu les guerres. On a quand même dans pratiquement toutes les églises d'Alsace. Dès que vous rentrez, vous tombez sur, peut-être pas un retable complet, mais vous tombez sur des volets de retables, sur des sculptures qui sont vraiment les souvenirs de ce patrimoine impressionnant. Et donc inconsciemment, je crois que tous les gens ont en tête ces œuvres d'art qui existaient, et du coup c'est resté dans l'imaginaire. Et je crois qu'encore aujourd'hui, les artistes contemporains, obligatoirement ils se réfèrent au passé. Mais ce qu'on voit en Alsace, c'est que l'art roman est lié à des influences diverses. Soit c'est un art qui est plus lié au monde vraiment germanique. Quand on pense à Ottmarsheim, la rotonde, enfin, c'est lié à, on peut imaginer Aix-la-Chapelle et une évolution de Aix-la-Chapelle vers Ottmarsheim. Il y a d'autres lieux qui sont presque plus liés au monde roman italien, parce qu'il y a des passerelles et parce que c'est un lieu de communication. Et c'est pareil encore pour les grandes architectures gothiques, que ce soit la cathédrale de Notre-Dame à Strasbourg ou ici Saint-Martin. On a des sculptures qui, par certains côtés, ressemblent vraiment à la sculpture, par exemple, de Fribourg, hein, qui peut être contemporaine, pour d'autres côtés, à des grands chantiers comme celui de Reims, parce que c'est un mélange d'influences. Donc on n'a pas encore une entité spécifique. C'est vrai qu'une langue comme l'alsacien est avant tout une langue orale et qu'une langue devient immortelle dès qu'elle est écrite. Donc pour la crédibiliser et être sûr qu'elle a vraiment existé, il faut passer par l'écrit. Et je crois que lorsqu'on est obligé pour des raisons politiques, comme les serments de Strasbourg par exemple, eh bien on l'imprime et c'est la preuve qu'elle existe. Et après ça, les poètes dont on désire conserver les écrits, comme Ottfried de Wissembourg, Tristan et Iseux, et puis les Minnesänger, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on a eu envie de garder une trace visible de ces écrits, de les partager, de les propager. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'une langue s'écrit. Et au XVIIe, au XVIIIe, les poètes ont commencé à faire imprimer leurs écrits.